Bien, nous allons commencer parce que bon, voilà, on est toujours pris par le temps, donc et puis on a tellement de sujets, donc voilà. Mes chers collègues, tous mes chers collègues, mesdames et messieurs, nos invités à la table ronde, chers tous qui nous suivez en visio. Merci de votre présence pour notre table ronde consacrée à la question des retraites des Français expatriés. Je vous informe que cette table ronde fait l'objet d'une captation audiovisuelle, qu'elle est retransmise sur le site internet du Sénat et sera ensuite visible en replay pour nos amis conseillers des Français de l'étranger, délégués consulaires et Français résidant hors de France qui ne peuvent pas nous suivre en direct en raison des décalages horaires. Permettez-moi de remercier de leur présence nos invités, Madame Armelle Benardon, directrice du Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, le CLES, Monsieur Fabien Chalandon, qui est en visioconférence, qui témoignera pour des exemples concrets des difficultés que rencontrent les Français résidant à l'étranger, Monsieur Éric Pavie, directeur général de la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, Monsieur Stéphane Bonnet, directeur du groupe d'intérêt public GIP Union Retraite, Madame Camille Audrin, qui est donc en visio, c'est ça ? Qui va nous rejoindre, directrice des relations internationales et de la conformité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et son adjointe, Madame Virginie Barret. Nous avons fait le choix d'aborder ce thème sous un angle concret. Les difficultés rencontrées sont principalement de 3 ordres. Pour les pensionnés français, à notre connaissance, 1,2 million de Français ont choisi de passer leur retraite à l'étranger. Se pose pour eux la question récurrente du certificat d'existence ou certificat de vie. Bien sûr, pour percevoir sa pension à l'étranger, il faut régulièrement attester de son existence et présenter un certificat en ce sens. En France et dans certains pays avec lesquels la France a signé une convention, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et bientôt Israël, cette formalité n'est plus nécessaire grâce à un système automatisé de partage d'informations sur les décès. En l'absence de convention, le décès à l'étranger n'est pas automatiquement déclaré. C'est la raison pour laquelle cette obligation de présenter un certificat d'existence perdure. Cela constitue une réelle contrainte pour nos compatriotes pensionnés. Nous sommes très souvent sollicités par nos compatriotes français expatriés et par leurs représentants, les conseillers des Français de l'étranger, au sujet des difficultés concernant les retraites et les certificats de vie, dont l'obtention résulte parfois d'un véritable parcours du combattant. Nous constatons depuis des années que, loin de s'arranger, la situation se dégrade depuis que des directives ont été données à nos postes diplomatiques de refuser de certifier ce document et de renvoyer nos compatriotes vers les autorités locales. Les autorités locales dans plusieurs pays exigent des traductions coûteuses, le paiement de frais et parfois même refusent de rendre ce service. Ceci débouche parfois sur des situations dramatiques lorsque les retraites sont suspendues en raison des retards dans le retour de ces certificats. L'objectif est de simplifier et de dématérialiser les démarches tout en limitant les risques de fraude. Nous avons à répondre à de nombreux cas de suspension de pension du fait de dysfonctionnements dans la transmission du certificat d'existence avec des situations d'indigence dramatiques. Deuxième grand sujet, la reconstitution des carrières. En particulier, lorsqu'il y a plusieurs périodes d'activité réalisées en France et à l'étranger, la liquidation de la retraite est extrêmement compliquée. Même si les services offerts par la CNAV, la CFE et le CLES ont permis de réaliser de grands progrès, il y a encore une marge d'amélioration. Les 2 questions sous-jacentes qui se posent derrière les problématiques de reconstitution des carrières et la liquidation des retraites sont la grande diversité des régimes de retraite selon les pays, avec des modalités de décompte des droits à la pension qui sont extrêmement variables d'un pays à un autre. Lorsqu'il existe une convention entre la France et le pays concerné avec des règles de conversion établies, cela facilite les choses. Il n'en demeure pas moins que les retraites sont obligatoirement versées de façon indépendante avec des effets pervers possibles. Je pense en particulier au mécanisme français de la décote qui minore le montant des pensions lorsque le cotisant n'a pas cotisé au régime français pendant un nombre d'années suffisant. Autre point d'amélioration possible, la transmission des documents et le partage des informations.
En plus de ces 3 sujets, certificat d'existence, modalités de décompte et de conversion, transmission des données et des documents, j'ajouterai un autre point d'inquiétude. Si le gouvernement confirmait son intention de réformer notre système de retraite, qu'il s'agisse d'une réforme paramétrique et davantage encore si nous nous acheminions vers une retraite par points, il faudrait renégocier toutes les conventions existantes avec certainement un délai de prise en compte qui pourrait causer des retards dans les calculs de pension. En tant que législateur, il nous faudra anticiper ce point et prévoir une période transitoire pour les carrières réalisées en partie à l'étranger. Je vais maintenant donner la parole à nos invités. Je vous demande d'intervenir pour environ 5 minutes, de façon à pouvoir laisser du temps pour les questions qui sont nombreuses. En effet, j'ai reçu de la part d'un grand nombre de conseillers des Français de l'étranger des questions très précises, auxquelles j'espère que vous pourrez répondre en direct, car ils vous regardent et vous écoutent tous avec le plus grand intérêt. Si nous n'avons pas le temps de toutes les aborder, je me permettrai de vous les transmettre à l'issue de la table ronde. Bien entendu, les membres du groupe d'études ici présents s'exprimeront également. Je passe la parole en premier lieu à M. Fabien Chalandon, qui est chef d'entreprise établi au Japon, qui va détailler quelques cas problématiques. Monsieur Chalandon, depuis le Japon, vous avez la parole pour 5-6 minutes. Je compte sur vous pour respecter ce temps afin que nous puissions ensuite échanger. Merci, Monsieur Chalandon. À vous la parole. Vous m'entendez bien? Parfaitement. C'est bon? Parfait. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, je suis retraité après une carrière de banquier d'affaires et d'administrateur de société avec une certaine expérience de l'analyse des processus techniques et managériaux. J'ai aussi consacré par goût depuis 40 ans 25% de mon temps à des sujets d'intérêt généraux, ce qui m'a conduit à intervenir dans le débat public. Mon intervention aujourd'hui sur le sujet des certificats de vie est motivée par le constat depuis décembre 2019 de 19 dysfonctionnements que j'ai audités, puis détaillés le 21 juin dernier par autant de questions dans une lettre de mise en demeure adressée à l'Union Retraite. En résumé, j'ai dû envoyer mon certificat en 2020 5 fois et en 2021 3 fois, le versement de mes retraites ayant été coupé bizarrement dès avril 21 par 2 caisses, puis seulement en juin par la 3e. Le dossier de près de 90 pages de preuves que j'ai joint permet de juger factuellement et sur pièce ces dysfonctionnements, que je vous résume ainsi du point de vue du retraité, par ses conclusions sous l'égide de 2 thèmes. De par son organisation et son fonctionnement, le système de validation des certificats de vie est bunkérisé et féodal. Premier thème et donc constat, un système de validation des certificats de vie qui a été conçu pour être bunkérisé, c'est-à-dire enfermé sur lui-même pour interdire toute interaction sociale. Info Retraite est une institution secrète qui, masquée par les caisses de retraite, bénéficie du monopole de valider les certificats de vie et pour ce faire, est organisée de manière déconnectée des réalités du terrain et fonctionne furtivement sur elle-même en vase clos. Donc, concernant d'abord l'organisation, elle est fondée sur un centralisme excessif qui déconnecte du terrain. Force est en effet de constater qu'a été privilégié le choix d'un principe d'organisation fondé sur le centralisme qui a concentré le pouvoir exclusif de valider ou non les certificats dans les mains d'une organisation quasi secrète, déconnectée des seuls acteurs de terrain qui ont la connaissance des retraités, les caisses. Et en cas de dysfonctionnement, la plateforme téléphonique de Tours est inopérante puisqu'elle n'est pas en prise directe. La plateforme téléphonique est inopérante puisqu'elle n'est pas en prise directe avec le centre de Tours qui décide. Cette plateforme ne peut donc ni informer, ni agir. Tout au plus, produit-elle des conseils inopérants, poster au centre de Tours une réclamation, ce qui déconnecte Info Retraite des réalités du terrain. Concernant le fonctionnement, son mode est furtif et en vase clos. L'Internet, mais surtout les documents sociaux de l'Union Retraite, ne précisent ni l'identité des dirigeants sociaux, ni l'adresse du siège, ni celle de la plateforme physique de Tours, dont seule la boîte postale est affichée. Info Retraite interdit par ailleurs tout échange bidirectionnel, c'est-à-dire envoyer et recevoir des mails, fax,
ou passer des appels téléphoniques avec les décideurs. Le portail lui-même ne permet que de déposer son certificat de vie, mais pas de dialoguer, et encore moins de recevoir un mail d'un agent. Ce qui a conduit à ce système bancarisé, conçu pour empêcher le dialogue avec le retraité. Deuxième thème et constat, un système féodal de validation des certificats de vie que les caisses ne contestent pas. Info-retraite est un système quasi féodal car, dès lors qu'il empêche l'interaction avec le retraité, il interdit tout recours, une anomalie qui est d'ailleurs largement partagée et soutenue par les caisses jusqu'à maintenant. Je commence par un constat sur pièce, une procédure de validation des certificats qui en fait est mal conçue car elle trompe et interdit tout recours. Et je vous donne quelques exemples. Lors du dépôt du certificat, par poste ou via le portail d'Info-Retraite affiche une mention « en cours d'étude ». Puis une fois analysée, la mention « terminée », sans pour autant indiquer si le certificat est validé ou rejeté, ce qui produit l'impression trompeuse que tout va bien. L'informatique du portail ne permet pas d'envoyer un certificat que seulement dans un cas, c'est suite à une demande spécifique d'Info-Retraite, mais pas sans celle-ci. Sans notification préalable d'Info-Retraite, il faut utiliser la voie postale pour corriger, mais sans espoir de réponse. Or, en cas de contestation ou de dysfonctionnement, Info-Retraite ne propose aucune procédure de communication rapide avec ses décideurs. Il en résulte que la décision d'acceptation ou de rejet est instruite secrètement et prise sans contradiction possible et ne permet aucun appel, d'autant qu'elle se matérialise brutalement plusieurs mois après par l'arrêt brutal des versements. Elle est donc sans recours. Ceci est d'autant moins acceptable qu'Info-Retraite persiste à exiger l'utilisation de ces formulaires de certificats pré-remplis que la plupart des autorités hors Union européenne refusent de signer et rejettent même les documents validés par un accord interadministration, comme par exemple au Japon, ce que j'ai vécu en direct, comme tout ce que je rapporte. Deuxième point, concernant les caisses actionnaires. Le problème, c'est qu'elles fonctionnent sur le même mode féodal. Les caisses de retraite se dédouanent en se réfugiant derrière la décision d'Info-Retraite, même si le certificat de vie leur a été produit directement. La plupart des grands bailleurs de fonds de l'Union Retraite fonctionnent de manière aussi bancarisée, et la panne de la bancarisation revient d'ailleurs, de mon point de vue, à la CNAV Île-de-France, qui dissimule ses dirigeants et son adresse physique, s'abstient de préciser qu'elle traite les Français de l'étranger, ce qu'on découvre tout à fait par hasard, propose un numéro de téléphone renvoyant une plateforme qui ne peut ni informer ni agir, refuse tout système de communication bidirectionnel et par défaut privilégie la voie postale en timbrant ses envois à l'étranger par bateau. En conclusion, plutôt que de mégoter sur son infinitésimal financement, n'est-il pas temps de refondre ses procédures et ce portail imparfait, car mal conçu, peu intuitif, opaque et refusant tout échange, en plaçant enfin les préoccupations des retraités vivant à l'étranger au centre des contraintes d'une mécanique qui est leur lien unique et fondamental avec leur retraite. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Chalandon. Je vais maintenant passer la parole pour la CNAV à Madame Virginie Barret, pour 5 minutes également. En visio. Ah, elle est là. Ah, d'accord, d'accord. Ok, alors donc Madame Camille Audrin. On la voit pas. Elle va, dès qu'elle va parler, on va la voir. Oui, j'espère. Demandez-lui si Madame Camille Audrin, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, mais on ne vous voit pas pour l'instant, mais ça ne va certainement pas tarder. Alors, du coup, hop. Normalement, voilà, c'est parfait. Je pense que c'est bon. C'est bon, parfait. Je vous remercie. Donc, Camille Audrin, directrice des relations internationales de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et donc, je suis accompagnée pour répondre à vos questions aujourd'hui par Virginie Barret, qui est en présentiel dans la salle. Alors, peut-être, avant de répondre à vos questions, je vais vous présenter assez rapidement le dispositif de coordination internationale
pour que voilà, on ait tous à peu près un niveau de connaissance équivalent sur ce sujet. Alors, au préalable, il faut savoir que l'assurance retraite, donc la CNAV ainsi que le réseau des CARSAT, gère les salariés de droit privé et les travailleurs indépendants ayant cotisé au régime général en France, et ce, quelle que soit leur nationalité. Donc, nous accompagnons les actifs au moment de leur départ à la retraite. Et pour ce faire, nous appliquons différentes conventions de sécurité sociale en distinguant 4 cas de figure. Le cas de figure le plus simple est lorsque l'assuré a réalisé une partie de sa carrière en France et une partie de sa carrière dans un pays ne relevant pas d'une convention internationale. C'est à ce moment-là que nous allons calculer la retraite en tenant uniquement compte des périodes effectuées en France. Donc ça, c'est le cas de figure le plus simple. Ensuite, nous avons un deuxième cas de figure, le cas de figure où la personne a réalisé une partie de sa carrière en France et une autre partie de sa carrière dans l'Union européenne. À ce moment-là, nous allons tenir compte de l'ensemble des périodes effectuées dans les différents pays qui vont donc compter dans le calcul de la retraite. Et nous allons donc appliquer pour ce faire les règlements européens de coordination qui s'appliquent à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Troisième cas de figure, le cas de figure où c'est un assuré qui a travaillé à la fois en France et dans un pays ayant signé une convention de sécurité sociale. Nous avons aujourd'hui, la France a signé 36 conventions de sécurité sociale et nous allons pouvoir également tenir compte des périodes que l'assuré aura réalisées à l'étranger, mais selon des dispositions qui sont assez spécifiques et qui diffèrent d'une convention à l'autre. C'est pour ça que je ne peux pas vous les détailler en direct. Il est nécessaire de se référer aux conventions pour savoir comment les périodes effectuées à l'étranger sont prises en compte dans le calcul de la retraite. Enfin, quatrième cas de figure, le cas de figure, je dirais, le plus complexe, où l'assuré a réalisé une partie de sa retraite en France, une autre partie dans un pays de l'Union européenne ou dans plusieurs pays de l'Union européenne, et enfin une troisième partie dans un pays ayant signé une convention internationale de sécurité sociale. Là, nous allons procéder à différents calculs pour comparer les montants des retraites et servir la pension qui sera la plus favorable à l'assuré. Donc voilà la façon dont nous accompagnons les actifs au moment de leur passage à la retraite. Nous avons aussi tout un travail d'accompagnement lorsque les personnes partent après leur retraite à l'étranger, puisque la retraite est une prestation exportable. L'assuré a donc toute latitude pour partir s'installer à l'étranger. Il faudra cependant réaliser un certain nombre de démarches administratives en amont du départ, à savoir d'abord communiquer l'ensemble des changements qui le concernent, changement de résidence et changement de coordonnées bancaires auprès de sa CARSAT de résidence. Et puis, l'autre démarche administrative et qui est contraignante, comme l'a indiqué M. Chalandon, c'est le fait que pour continuer et pour pouvoir percevoir sa retraite à l'étranger, il va falloir justifier de son existence chaque année au travers de différents dispositifs, dont le principal est aujourd'hui le certificat d'existence. Je terminerai juste par quelques chiffres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 1 110 100 retraités qui résident à l'étranger, dont la moitié réside en Europe et l'autre moitié dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc maintenant, pour le CLES, madame Armelle Benardo, sur cette question des retraites, vous allez peut-être nous rappeler un peu quel est le rôle du CLES et vos commentaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, effectivement, le rôle du CLES n'est pas, contrairement à nos collègues de la CNAV, d'attribuer des droits, mais
d'être à la fois en amont et en aval de l'attribution des droits, puisque en tant qu'organisme de liaison, le CLES est chargé de la négociation, de la mise en application des conventions et des règlements européens dont vient de parler Madame Audrin. Et par ailleurs, en aval, il est aussi chargé d'informer et d'assister, si c'est nécessaire, les assurés et les non-assurés qui éprouvent des difficultés avec la mise en application soit des conventions, soit des règlements européens. Et à ce titre, notamment, il assure aussi la traduction des documents officiels afin de permettre l'application concrète des droits des assurés. Pour rappeler un petit peu effectivement les chiffres, effectivement dans notre rapport annuel, vous trouvez l'ensemble des pensions versées régime général et régimes spéciaux. Et effectivement, on est à 711 523 en 2019 pensions de vieillesse de base versées hors Union européenne et 829 280 pensions de vieillesse versées dans des pays de l'Union ou assimilées. Ce qui fait 1 640 000 pensions de vieillesse versées à l'étranger. Alors à la fois c'est beaucoup et en même temps c'est relativement peu au regard effectivement de l'ensemble des pensionnés, puisque c'est un peu plus de 10%. Donc pour vous répondre, Monsieur Chalandon, il est certain que d'abord, au nom de l'administration et des caisses, je vous présente nos excuses pour les dysfonctionnements dont vous avez été victime. Il faut bien voir que ces pensions, ça représente des montants importants, un nombre important d'assurés qu'on ne saurait évidemment ignorer, mais ça ne représente aussi qu'une petite part des assurés. Cela n'est pas une excuse, ça peut être effectivement une explication, puisque le cœur du système de sécurité sociale français est tourné d'abord et avant tout, pour des raisons de nombre tout simplement, vers les résidents français, quelle que soit leur nationalité, et sans aucune discrimination bien sûr entre les nationalités. En ce qui concerne plus spécifiquement le Japon, il y a selon nos chiffres, 2669 retraités des régimes français qui résident au Japon et qui perçoivent 6 500 000 € de prestations de pension de base chaque année. Cela n'est évidemment pas négligeable et c'est la raison pour laquelle le CLES entretient, comme avec tous les autres pays avec lesquels la France a une convention, des relations relativement suivies. Nous avons reçu relativement récemment une délégation de nos collègues japonais en tant qu'organisme de liaison, en lien d'ailleurs avec nos collègues de la CNAV, afin d'examiner précisément le sujet des certificats de vie et des difficultés réelles qui peuvent se poser aux retraités, puisque c'est vraiment dans le cœur de métier du CLES, à la fois en tant qu'organisme de liaison et en tant qu'organisme public chargé d'assister les assurés des régimes français à l'étranger. La question qui se pose et qui mérite effectivement qu'on s'y penche et d'être résolue, c'est celle de qui va valider ce certificat. Donc nous avons tenté, avec nos collègues japonais et dans un excellent état d'esprit, de trouver des solutions très pragmatiques, de façon à ce que, notamment pour les assurés des régimes français qui ne résident pas dans les grandes villes japonaises, nous puissions accepter de recevoir des certificats qui ne soient rédigés ni en français ni en anglais, ce qui est l'usage et qui ne pose pas en principe, je dis bien en principe, de problème dans les grandes villes japonaises. Donc comme vous le voyez, nous nous penchons sur ce qui paraît être, du point de vue peut-être de la France, des micro-problèmes et qui sont, nous en sommes parfaitement conscients, de véritables difficultés parfois pour des gens qui ont des droits et qui ne parviennent pas toujours à faire valoir ces droits, ou en tout cas à les faire valoir dans la durée. Pour cela, donc, nous avons convenu avec nos collègues japonais que lorsqu'un certificat serait rédigé en japonais, le CLES assurerait la traduction de façon à ce que ce problème devienne, je l'espère, dans les années à venir, résiduel. Ça ne résoudra certainement pas l'ensemble des difficultés d'application, sachant que, comme l'a dit Madame Audrin, il y a autant de formulaires et de certificats qu'il n'y a de conventions. C'est le rôle du CLES de négocier la forme et le format
des différents formulaires qui permettent les échanges entre les systèmes nationaux et les systèmes étrangers. Il le fait de son mieux, pas toujours parfaitement. L'idée est bien sûr d'arriver le plus souvent possible à des échanges dématérialisés. Ça n'est pas encore possible partout. Avec nos collègues de la CNAV, nous travaillons sur les pays les plus importants en nombre. Par exemple, nous avons engagé un travail sur le Brésil afin de permettre des échanges plus dématérialisés. Nous avons également engagé un travail sur le Maroc. Cela se fait petit à petit. À chaque fois, ce sera une nouvelle négociation. Ça prend du temps. Les équipes, effectivement, dans les caisses nationales de sécurité sociale sont mobilisées sur des très gros chantiers. Et il est vrai que parfois, les questions internationales ne sont pas leur priorité, mais néanmoins, je peux vous assurer que la volonté du CLES et de ses tutelles, c'est bien de faire avancer ces chantiers vers plus de facilité et de dématérialisation. Merci, Madame Benardo. En effet, on a pu constater que vous nous aidez beaucoup, mais évidemment, les problèmes restent énormes. Pour le GIP Union Retraite, Monsieur Stéphane Bonnet, Monsieur le directeur, vous pouvez peut-être commencer par une présentation éventuellement d'Union Retraite et vous exprimer, si vous le souhaitez, sur certaines solutions, si vous en avez. Absolument. Le son est bon ou pas? Oui. D'accord. Oui, donc en quelques mots, pour présenter le GIP Union Retraite, donc c'est un groupe d'intérêt public qui réunit en gros tous les régimes de retraite obligatoires, donc 35 régimes de retraite qui sont membres donc constitutifs du groupement. Et dans ce cadre, donc en 2018, les régimes ont décidé de mettre en commun la gestion du contrôle d'existence, que vous avez rappelé dans sa finalité, qui est de s'assurer chaque année de l'existence de la personne pour pouvoir continuer le paiement de la pension. Parce que, comme vous le savez, en France, ce dispositif n'existe pas puisque les décès sont transmis, remontés par les mairies, donc par l'INSEE, et donc les régimes de retraite, santé et famille, l'ensemble de la sphère sociale, et informés très rapidement du décès dans ce cadre-là, ce qui n'est pas le cas par essence à l'étranger puisque ce dispositif n'existe pas. Et donc le contrôle d'existence vise à suppléer l'absence d'information automatique du décès de l'intéressé. Petit rappel en tant que tel. Peut-être pour avancer sur la partie présentation. Voilà. Je répondrai également à M. Chalandon au fil de l'eau, avec l'appui du support, pour pouvoir éviter de trop me disperser. Donc, petit rappel, donc, dans le graphique avant, donc sur l'aspect effectif, ayant en tête deux éléments, hein, il y a deux chiffres avant en tête. C'est assez embêtant ce masque pour reparler. Désolé. 1,6 million de personnes, hein, ce sont des personnes, ce n'est pas des pensions, c'est des bénéficiaires de pensions, donc touchant une pension française, vivent à l'étranger, ce qui est énorme, puisque ça correspond à 10% des pensionnés ayant une pension versée par une pension française, par un régime français, ce qui est énorme. Donc 1,6 million de personnes à l'étranger, et ça représente 2% de la masse totale des pensions qui sont versées en France, donc 6 milliards d'euros. Donc c'est également une somme assez considérable. C'est-à-dire que chaque mois, concrètement, vous avez 500 millions d'euros qui sont versés à l'étranger depuis le territoire français au titre des retraites. Donc c'est des gros volumes et des gros montants et qui justifient l'existence même du dispositif. Vous avez également un élément intéressant, c'est que vous avez une extrême concentration en termes géographiques des bénéficiaires. Parce que si je fais un peu bref, vous avez la moitié des intéressés qui sont en Europe, une petite moitié qui est en Afrique du Nord, et puis les 5% qui restent de bénéficiaires d'une pension française à l'étranger se répartissent entre l'Asie et l'Amérique. Mais c'est relativement faible en pourcentage. Alors c'est important dans chaque pays en tant que tel, mais ça reste quand même un élément à avoir en tête, c'est qu'on a deux gros blocs, et puis le reste du monde est relativement vide. Il y a une approche très macro, j'entends, en tant que tel. En 2018, donc, les régimes de retraite ont décidé de mettre en commun cette gestion-là, puisque jusqu'alors, chaque régime faisait un contrôle annuel, et comme les intéressés ont plusieurs retraites, ils étaient amenés chaque année à faire la procédure à plusieurs reprises, 2 à 3 reprises par an, à minima, ce qui est modérément plaisant lorsqu'on vous demande 2 fois dans l'année si vous êtes vivant. Ça, vous avez déjà répondu au cours de l'année, donc ce qui, pour
pour le retraité et on ne convient pas particulièrement plaisant comme situation. Donc en 2018, donc, et c'était réalisé en 2019, les régimes de retraite donc, qui sont membres du GIP ont confié au groupement le fait de mutualiser cette gestion-là. Alors je vais vous montrer effectivement ce qui a été mis en commun. C'est la partie qui vous apparaît comme étant orange. Donc c'est la partie, ce qu'on appelle nos back-office, c'est vraiment la partie de gestion qui est effectivement non visible. Et là, je rejoins les propos de M. Chalandon, alors pas dans leurs termes un peu vifs, mais la construction du système a effectivement été faite dans une logique de bunker. Ça, c'est clair, puisque l'opération ou la répartition des rôles qui a été retenue, c'est le GIP Union Retraite fait le traitement en back-office des contrôles d'existence et n'a pas de lien avec les assurés. Ce lien reste dans la compétence unique et entière des services de relations clients des régimes de retraite. Le système a été construit comme ça, ce qui est logique. Donc, et donc je rejoins les propos de M. Chalandon sur le thème de si vous voulez joindre l'union retraite, vous ne pouvez pas, parce que le système a été conçu pour ne pas être en contact avec l'assuré. Le contact devant rester dans la pleine et entière compétence des services clients des régimes de retraite. L'idée à l'époque était d'éviter d'avoir un éclatement d'interlocuteurs qui aurait conduit à ce que l'assuré se perde. À l'expérience, après, au bout de 2 ans, enfin au bout d'une grosse année, on se rend compte que le système n'est pas opérant. Ça, c'est clair. Alors, il marche très bien pour l'immense majorité des personnes pour qu'il n'y ait pas de problème, ce qui correspond à 95 ou 87% des cas d'espèce. En revanche, s'il y a un problème, là, vous êtes en difficulté de manière objective. Et là, vous avez un problème pour trouver un interlocuteur qui permette de résoudre le problème. Ça, c'est le constat qu'on fait. Donc, la difficulté qu'a relevé M. Chalandon, effectivement, c'est le passage entre ce que vous avez le carré qui est traitement des retours et la relation assurée qui correspond à une activité qui est totalement opérée par les régimes. Donc, c'est un phénomène, enfin, c'est un cas qui a été identifié et qui est pour partie traité aujourd'hui, puisque récemment, ça fait à peu près une quinzaine de jours. Depuis une quinzaine de jours, il y a 2 éléments qui ont été déployés. Le premier, c'est sur le service donc, en ligne du groupement, il y a la faculté de déposer une réclamation avec ses coordonnées pour pouvoir se faire rappeler et puis expliquer le problème pour le tracer. Donc dès lors que vous avez déposé votre réclamation, le sujet il est identifié, tracé et va être traité. Ça, c'est le premier élément. Vous avez donc une fenêtre, entre guillemets, qui a été ouverte par rapport à la gestion opérative des contrôles d'existence. Et deuxième élément qui a été déployé, on a créé donc, au niveau du centre de traitement un centre unique qui va traiter toutes les réclamations qui nous proviennent, alors soit du service en ligne, soit des front office, soit des services clients des régimes de retraite, qui va permettre aux téléopérateurs, lorsqu'ils ne peuvent pas apporter la réponse à la personne, à l'assuré qui l'appelle, de pouvoir transmettre la réclamation vers le centre de traitement, qui du coup est un nœud concentrateur de toute la réclamation. Parce que jusqu'à présent, effectivement, le retraité qui a des difficultés, malheureusement, faisait un peu la tournée des plateformes téléphoniques qui se renvoyaient la balle ou qui disaient effectivement, je ne sais pas comment le traiter et je n'ai pas de solution à vous apporter. Ce cas d'espèce sera corrigé par la faculté de ces derniers de pouvoir faire une réclamation et donc pour ce qui est du GIP, comme ça, nous on aura également une vision globale de toutes les réclamations qui sont réalisées, des motifs, des raisons, identifier s'il y a un dysfonctionnement soit logiciel, soit dans le process. Parce que vous devez avoir un moyen de supervision globale du processus. Donc voilà, donc ce sujet il est identifié depuis fin 2020, début 2021. Mais le temps de monter la cellule de traitement, ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, ces deux éléments sont aujourd'hui déployés. Donc aujourd'hui, une fenêtre a été créée entre le back-office Union Retraite et les assurés. D'ailleurs, qu'ils l'utilisent tous les jours. Actuellement, on a à peu près 20 réclamations par jour qui sont déposées, par exemple. Alors sur l'année, ça fait beaucoup. Hein, ça fait 300 jours par an, ça vous fait 6 000 réclamations. Après, c'est vous apporter ça au volume global de personnes qui
passe par la procédure, donc 1,6 million. Voilà, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup en proportion en tant que tel. Peut-être poursuivre le graphique, la présentation. Autre élément, donc depuis début 2020, il y a un élément qui est également à mettre en exergue, qui est qu'il y a un portail Internet qui permet de retirer ou de déposer le certificat, ce qui auparavant n'existait pas, puisque c'est que la voie postale. Et il faut avoir conscience qu'il y a un certain nombre de difficultés dans plusieurs pays liées au il y a la Poste qui, pour le nombre de cas, soit les courriers se perdent au départ, soit ils se perdent à l'arrivée. Mais en tout cas, des fois, il y a des pertes en ligne sans que la personne soit au courant que le dossier le courrier n'est pas arrivé. Donc cette modalité-là est de plus en plus utilisée, que ce soit au départ ou à l'aller. Avancez si vous pouvez. Alors, je ne sais pas qui pilote le déroulé. C'est où? D'accord, merci. Si vous pouvez passer. Aujourd'hui, on a arrêté, on est plus que à 12%, parce qu'elle a commencé un petit peu à dater, cette diapositive. On est proche de 20% des enquêtes nous reviennent par voie en dématérialisé, donc par un dépôt sur le site, avec un taux assez différencié selon les zones géographiques. On a l'Europe qui est assez faible, d'une part parce que je pense que la Poste marche bien en Europe, donc le risque est plus faible. Et d'autre part, on a le cas espagnol où le tampon qui est donc apposé sur le certificat et un tampon en relief qui du coup se lit mal quand il est scanné. Donc on a concrètement, pour une très large part, les résidents en Espagne qui ne l'utilisent pas, mais comme ils pèsent 30%, voire 40%, plutôt 30% des résidents en Europe, il y a un biais statistique sur l'Europe. Mais si on met de côté effectivement le côté européen, dès lors qu'on ne traite pas l'Afrique du Nord, on est sur des ratios par pays de l'ordre de 30% d'utilisateurs du service en ligne pour retirer et déposer le certificat. Et dans certains pays, notamment je pense à l'Océanie, notamment l'Australie, on doit monter à 70%. Et États-Unis, on est à 40 ou 50% aux États-Unis en tant que tel. Donc c'est un service qui marche plutôt bien, qui est assez bien utilisé, qui monte en puissance assez fortement, mais qui ne correspond pas encore à un processus intégralement dématérialisé. Et donc il y a deux grandes évolutions qui sont en cours. Alors, une que vous avez évoquée et qui est pilotée par la CNAV, qui sont les échanges d'état civil entre États, notamment entre États européens, qui est en cours de déploiement. Donc la CNAV pourra me compléter, mais il y a effectivement l'Allemagne qui est en production, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie prochainement, la Suisse également a été mis en production ce mois-ci, et l'Espagne, donc, qui est un pays à fort volume, est dans les tuyaux. Et cette modalité-là permet effectivement, alors non pas de supprimer totalement les certificats, puisque dès lors que le pays de résidence n'aura pas identifié, au cas où le pays de résidence n'a pas identifié la personne, dans ce cas-là, à titre alternatif, à titre de nécessité, on envoie un certificat d'existence, parce qu'on n'a pas l'information. Mais a priori, le contrôle n'est pas opéré, puisqu'on a l'information par le jeu d'échange avec le pays de résidence. Donc à titre alternatif, si la réponse n'est pas apportée sur la personne. Donc ayant en tête, donc ça veut dire qu'assez rapidement, en gros dans l'année qui vient, peu ou prou, les résidents d'une pension française en Europe ne seront plus couverts en masse, entre guillemets, par le dispositif de contrôle d'existence, puisque ça sera traité via les échanges d'état civil entre États. Ce qui va retirer, comme j'ai indiqué tout à l'heure, à peu près de l'ordre de 500 000 personnes du dispositif. Donc on n'aura plus 1,6 million, mais on sera plutôt proche, un peu inférieur au million de résidents qui seront contrôlés en tant que tels. Deuxième évolution forte qui devrait, je pense, satisfaire M. Chalandon, c'est on est en train de préparer, on est même plutôt très avancé, le déploiement d'un système de vérification de l'existence par voie biométrique, donc une modalité qui conduira à supprimer tout échange avec une autorité locale ou consulaire.
puisque le système biométrique qu'on va déployer reposera sur de la reconnaissance faciale, et le point de référence sera la pièce d'identité, soit la carte d'identité, soit le passeport, et donc la photo qui est sur le document d'identité. Donc les intéressés pourront réaliser leur démarche donc à distance, chez eux, sans se déplacer, avec comme seul, seul élément tiers qui correspond à la pièce d'identité. Cette modalité-là devra être déployée début 2022, dans le premier semestre 2022, et on est dans l'attente d'un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL pour nous permettre de déployer le dispositif, sachant que le principe de dispositif a été voté en loi de financement de la Sécurité sociale 2021, donc on est couvert juridiquement pour le faire. Simplement, il y a encore un point de passage, mais je crois que le décret est parti, on va partir cette semaine au Conseil d'État pour nous habiliter de manière précise à déployer le dispositif. Donc cette modalité qui vise notamment les Français à l'étranger, à titre de public privilégié en tant que tel, qu'on leur permettra de dérouler la procédure sans devoir se déplacer et voir un membre soit consulaire, type au Japon, effectivement se déplacer sur le territoire, ou en Argentine, soit éviter d'aller au commissariat ou à la mairie de son lieu de résidence. Donc c'est une évolution assez forte. Et donc ce dispositif-là conduira concrètement à avoir un système de contrôle d'existence qui sera totalement dématérialisé. Parce que le dispositif qu'on a mis en place, qui est un système de dépôt de retrait actuellement, dépôt-retrait du certificat, correspond à un processus qui est partiellement dématérialisé, puisqu'il y avait une rupture dans le dispositif, puisqu'on reçoit le certificat sous forme numérique, on l'imprime, on va avoir une autorité locale qui met un coup de tampon. Après, vous prenez une photo, donc vous le renumérisez et vous le renvoyez. Donc le système, il est imparfait. Bon, c'est mieux que la voie postale par construction, mais il est quand même clairement imparfait. Donc avec le système biométrique, vous pourrez faire une application, la procédure en même pas 5 minutes, et puis le sujet sera réglé pour l'année. Voilà en quelques mots. Et pour finir, au-delà des mesures donc correctives qui vise à créer effectivement un lien et un espace d'ouverture et d'itération avec l'assuré, on est en train de lancer un audit sur tout le process pour vérifier effectivement si l'ensemble des actions qui ont été déployées donc depuis un an et demi sont bien à niveau, donc qu'elles couvrent bien l'intégralité des difficultés qui ont été identifiées, notamment dans certains dysfonctionnements informatiques. Voilà, par ailleurs, on fait un champ de revérification de la pleine efficacité des mesures qu'on a déployées. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur, pour ces explications. Donc, on va terminer ce tour de table avant les questions par monsieur Éric Pavie, qui est donc directeur de la Caisse des Français de l'étranger. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous parler donc de l'assurance retraite volontaire proposée aux Français de l'étranger par la Caisse des Français de l'étranger. Auparavant, je vais présenter rapidement l'organisme. Donc, nous sommes la Caisse des Français de l'étranger, une caisse de sécurité sociale, c'est-à-dire donc un organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, un organisme placé sous la tutelle de l'État et sous la supervision d'un conseil d'administration. La particularité de ce conseil d'administration, c'est qu'il est composé en large majorité par des Français de l'étranger, donc qui connaissent les réalités de l'expatriation et les difficultés de terrain comme celles qu'a évoquées tout à l'heure M. Chalandon. Notre mission, la mission globale de la CFE, c'est vraiment d'assurer la continuité entre le régime général de sécurité sociale, qui va couvrir donc le salarié lorsqu'il est en France, et son statut d'expatrié, et ce pour différents risques, aussi bien donc maladie que risque professionnel, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le risque retraite. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément nos chiffres, la CFE est présente dans près de 209 pays, donc pratiquement finalement l'ensemble des pays du monde, sur les différents risques que j'ai cités.
En matière de retraite, nous avons 41 000 cotisants à ce jour. Sur ces 41 000 cotisants pour leur retraite, nous en avons 30 000 qui sont couverts par des contrats collectifs, c'est-à-dire qu'en clair que leur entreprise cotise pour eux pour leur retraite, et donc un quart environ des cotisants qui cotisent à titre individuel, donc par eux-mêmes, pour leur retraite. Puisque je rappelle que lorsqu'on part à l'étranger, sauf si on est dans une situation de détachement, eh bien, on est soumis éventuellement aux cotisations du régime local du pays où l'on réside, mais on a toujours donc cette possibilité de cotiser volontairement à l'assurance retraite. L'intérêt étant évidemment de valider des périodes de cotisation, d'éviter d'avoir un trou sur son relevé de carrière. Et on peut le faire aussi bien pour le régime de base, donc en ce qui concerne le régime général auprès de la Caisse des Français de l'étranger, que pour la retraite complémentaire également auprès de groupes de protection sociale où il est possible aussi de cotiser en tant qu'expatrié pour valider des trimestres et des montants pour sa retraite. Dans les pays où nous avons le plus d'adhérents pour la retraite, on note en tête les États-Unis, suivi de la Chine et du Maroc. Et puis ensuite, vous avez donc un grand nombre de pays, forcément en premier ceux où les Français sont les plus implantés. Alors, donc, nous ne versons pas de pension, nous n'intervenons pas dans la liquidation de la pension. Notre rôle est d'encaisser les cotisations volontaires et de les reverser à la CNAF qui les prend en compte pour le calcul de la retraite. Pour adhérer à cette assurance volontaire, il y a des conditions qui ont été posées, notamment être né en France ou avoir cotisé pendant au moins 5 ans au régime obligatoire français, ou bien avoir cotisé dans les 6 mois qui précèdent l'expatriation. Voilà, ce sont ces conditions-là. Et puis, vous avez également la possibilité pour une personne qui va être en inactivité à l'étranger, mais en charge de famille, de cotiser sur un forfait pour sa retraite. Dans ce cas-là, l'intérêt n'est pas de valider des montants de ressources, mais de valider des trimestres qui vont permettre donc une continuité de carrière qui sera prise en compte au moment de la liquidation de la retraite. Donc par rapport à ce dispositif, on peut dire, alors il rencontre un certain succès, mais finalement pas tant de succès que ça, puisque 41 000 contrats, c'est significatif, et en même temps, rapporté à la masse des Français de l'étranger, ou même, je dirais, rapporté au nombre de contrats en maladie, c'est 2 fois moins que les contrats que nous avons sur le risque maladie. Alors comment expliquer, je dirais, la moindre appétence des Français de l'étranger pour cotiser à leur retraite par rapport à leur couverture santé, sachant que les enjeux sont quand même importants pour la future retraite. Les facteurs sont sûrement multiples. Alors, il peut y avoir déjà un déficit d'information sur le fait qu'il est possible, lorsqu'on vit à l'étranger et qu'on ne relève plus donc, du régime français, de continuer à cotiser pour sa retraite. Donc là, il y a un rôle effectivement d'information que différentes instances autour de cette table essaient d'avoir auprès du public pour informer, y compris finalement les publics les plus jeunes, parce qu'on sait souvent que ce sont les jeunes qui pensent le moins à ce stade forcément un peu lointain pour eux de la liquidation de la retraite. Donc il peut y avoir un sujet d'information. Il y a aussi un calcul rationnel qui est fait par l'assuré social, parce qu'il va examiner à son départ la situation du pays. Donc, on a cité tout à l'heure l'existence de conventions. Donc, quand il y a ces conventions qui permettent de valider des trimestres, est-il ou pas intéressant de cotiser tout de même à la CFE pour valider également des montants ? Il va y avoir la situation en Union européenne, il va y avoir les possibilités de retraite par capitalisation, les possibilités éventuelles de rachat futur de trimestres. Donc, c'est un calcul individuel rationnel. Et le Français qui s'expatrie va faire une balance entre le coût et les bénéfices. Et le coût, justement, de ces cotisations peut s'avérer aussi dissuasif, en particulier pour les particuliers. Puisque, comparé à une cotisation sur le risque maladie, la cotisation retraite est bien plus lourde. En France, pour un salarié, elle est relativement transparente, puisque c'est son entreprise qui va subir l'essentiel de
cette charge, mais pour le Français qui s'expatrie, on l'a vu, un quart d'entre eux, parmi nos cotisants, cotisent à titre individuel et donc supportent chaque trimestre des cotisations d'un montant, pour vous donner une idée, donc qui peut aller de 456 €, qui est vraiment la cotisation la plus basse pour des jeunes de moins de 22 ans, à une cotisation de 1 824 € par trimestre pour la tranche de revenus la plus élevée. Nous avons 3 tranches de revenus. Donc il est certain qu'une cotisation de plus de 1 800 € par trimestre, qui vient s'ajouter à d'éventuelles cotisations locales et à d'autres charges, peut être dissuasive, ce qui explique pourquoi tous les Français de l'étranger n'adhèrent pas forcément à ce dispositif, au-delà de la connaissance limitée qu'ils peuvent éventuellement en avoir. Donc, première remarque. Également une réflexion qui est en cours et que je pouvais apporter aujourd'hui, parce qu'elle va aussi dans le sens éventuel d'une simplification. J'ai dit tout à l'heure qu'il était possible de cotiser pour sa retraite de base, donc auprès de la CFE, mais également sa retraite complémentaire auprès de groupes de protection sociale. Donc pour les particuliers, c'est notamment le groupe Malakoff Médéric Humanis qui encaisse ces cotisations pour le compte de l'Agirc Arrco. Or, en France, nous avons, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a voté le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires de l'Agirc Arrco vers les URSSAF. En principe, dès l'année prochaine, peut-être, donc selon le projet sera peut-être légèrement différé, mais on va dire que c'est un projet en cours. Et dans ce cadre, il y a également une réflexion avec ces groupes de protection sociale pour se demander si les cotisations des Français expatriés, donc des cotisations cette fois volontaires, ne peuvent pas aussi, de la même manière, être basculées vers la CFE. Quel en serait l'intérêt? En fait, l'intérêt, ce serait pour le Français expatrié d'avoir une interlocution unique, aussi bien pour sa retraite de base que complémentaire, et donc 2 cotisations, mais au même organisme, et donc plus de simplicité dans cet univers qui, je crois, on le voit au travers des différentes interventions, est quand même particulièrement complexe. Donc le sujet n'est pas arbitré, mais il est en cours de réflexion. C'est celui donc d'un éventuel rapprochement avec le recouvrement des cotisations complémentaires. Je pense en tout cas que nous avons tout intérêt à faire connaître au mieux donc, la possibilité de cotiser volontairement pour sa retraite à l'étranger, parce qu'au-delà des difficultés qu'on rencontre lors de la liquidation ou après dans sa vie de retraité avec les sujets qui ont été évoqués, le fait d'éviter, de garantir une continuité dans ces cotisations retraite est quand même un acquis majeur pour les Français et qu'ils ont tout intérêt à pouvoir en bénéficier. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Bien, donc nous allons passer aux questions. Donc j'ai d'abord Christophe Frassa qui souhaite intervenir, Jean-Yves Lecomte, Je vais me faire, Olivier Cadic et Ronan Le Gleut. je vais me faire, Madame la Présidente, le porte-parole des questions qu'on a reçues de la part des nombreux élus. Je vais essayer, vous me permettez, non pas de vous faire le catalogue complet, mais d'essayer de les mettre par thématique, puisqu'on a reçu beaucoup de questions venant de nombreux élus, mais qui, pour faire un thème global, il y a évidemment beaucoup de questions qui concernent évidemment les certificats de vie et les problèmes qui en découlent, que ce soit les problèmes liés aux personnes âgées, avec la mise en place des certificats de vie via Internet, donc les problèmes qui en découlent, les problèmes d'acheminement des certificats de vie et des ruptures dans le versement des pensions quand ils n'arrivent pas à temps, et les dossiers qu'on doit réamorcer. Et je pense que comme l'ensemble de mes collègues, on a eu à traiter personnellement auprès, que ce soit de la CNAV, de l'Union Retraite ou même d'organismes complémentaires, des réamorçages, si vous me permettez l'expression, de dossiers qui ont pris quelquefois beaucoup de temps. Et là, que ce soit, j'allais dire, Jean-Michel Reynaud ou Jean-Claude Rosier, Catherine Triboire au Maroc, que ce soit Madeleine Benasser en Tunisie, que ce soit
Cyril Martiquet en Colombie, ils ont fait part de dossiers qui sont personnels, donc je ne les citerai pas parce qu'on est en direct pour pas parler de ces personnes-là, mais des dossiers qui ont pris quelquefois, j'allais dire, de nombreuses années. Et Monsieur Chalandon fait partie de ces cas où il a fallu un temps assez long pour réamorcer. Donc il y a ces problèmes-là sur les certificats de vie. Il y a aussi les problèmes quand il faut faire valider ces certificats de vie par des autorités étrangères. Et au Maroc, maintenant, les autorités marocaines ne veulent plus valider ces certificats de vie. Daphna Poznanski nous signale aussi que le ministère de l'Intérieur israélien, maintenant, a décidé aussi que, vu devant le nombre, ça n'était plus, on va dire, envisageable de faire valider par les autorités israéliennes ces certificats de vie. Donc, un poids à nouveau qui rebascule sur les autorités consulaires françaises. Il y a aussi l'arrivée quand même d'une numérisation qui est progressive, mais encore pas, j'allais dire, uniforme sur la planète. L'identité numérique qui se met en place, mais sur un certain nombre de pays, je crois 35 ou une quarantaine, je parle sous le contrôle de mes collègues parce que j'ai plus le chiffre en tête. La reconnaissance, la vérification par reconnaissance faciale aussi, mais qui, pour autant, ne s'adapte pas à tous les publics, si je puis dire. Donc ça, c'est une des premières thématiques. Christophe Lejeune aussi, aux Philippines, en a parlé. Xavier Noël-Bouton au Brésil nous en a parlé. Enfin, je cite selon les questions. L'autre question, et là, c'est nos collègues de Portugal, Françoise Conestabile et Laurent Guater, qui, eux, évoquent aussi l'autre thème, ce sont la prise en charge des soins. Lorsqu'on vient en France, cette problématique double, c'est-à-dire quelquefois avec alors ça c'est Laurent Guater, attendez, excusez-moi, je dois remettre mes lunettes, on n'est plus aussi jeune qu'avant. Alors, quelqu'un se plaignait du masque, le masque avec les lunettes c'est encore mieux. C'est le formulaire S1, qui est quelquefois assez problématique à obtenir dans sa version préimprimée, et les conditions, évidemment, toujours pour la prise en charge des soins lors de séjours temporaires, la condition désormais de cotisation en France de 15 ans. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop long, Madame la Présidente, parce que j'essaye de m'astreindre aux mêmes règles que les autres. Donc, voilà un peu les thématiques qui ont été abordées par nos collègues qui ont posé un certain nombre de questions en prévision de notre réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Christophe. Donc, qui d'entre vous souhaite commencer pour répondre à... Oui, allez-y, madame. Merci, madame. Peut-être parler des autorités locales, puisque vous avez évoqué ce problème. Peut-être rapprocher. Alors, les autorités locales. C'est depuis 2018, une liste est établie par le ministère de la Santé et ainsi le ministère des Affaires étrangères, qui ont recensé auprès du réseau consulaire l'ensemble des autorités locales par pays. Et nous sommes tenus, et le GIP Union Retraite également, nous sommes tenus de respecter cette liste. C'est-à-dire que si une autorité locale n'est pas présente sur cette liste, le CV devra être refusé. Sur les modifications qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre, il y a des révisions de cette liste qui sont faites une fois par an en lien avec donc, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères. Mais nous ne pouvons pas déroger à cette liste concernant la complétude du CV. Et on se retrouve avec... un pays où il y a énormément de compatriotes, beaucoup de compatriotes qui sont retraités, et avec des services consulaires qui doivent faire face aujourd'hui à, j'allais dire, de nouvelles tâches, devant laquelle ils ne sont pas tout simplement
j'allais dire, ils n'ont pas les agents nécessaires pour remplir cette tâche, que ce soit, j'allais dire, d'Agadir jusqu'à Tanger, dans les 6 consulats qui sont pourtant présents sur tout le territoire marocain. Le problème est là, en fait. Monsieur Bonnet, vous voulez Oui, compléter? juste oui, en complément sur la partie marocaine, enfin, sur la question marocaine. Alors, la situation n'est pas si claire que ça, puisqu'il y a une disposition législative donc, interne au Maroc qui a interdit effectivement la délivrance par les communes de certificats d'existence, mais d'après notre interprétation, notre compréhension, alors, je suis prudent sur la formulation, ça, de manière certaine, ça a usage interne, donc pour les administrations marocaines, dans le cadre des démarches internes au Maroc pour ce qui est des assurés. Ça ne nous paraît pas nécessairement le cas vis-à-vis des caisses étrangères, notamment des caisses françaises. Alors, c'est pas clair pour nous, mais c'est pas clair non plus pour eux au niveau local. Donc, la situation, elle est un peu hétérogène, parce qu'il y a un certain nombre de communes qui poursuivent, comme auparavant, donc le visa, enfin la certification du certificat. D'autres l'ont arrêté. Donc c'est un peu pas très clair, si je puis l'expression, plutôt que dire une autre. Et donc les affaires étrangères sont en train de se rapprocher de leurs homologues marocains pour savoir ce qu'il en est, si c'est blanc ou noir, mais qu'on sorte de la zone de gris clair, gris foncé qui est aujourd'hui existante. Mais en tout cas, nous, au niveau du GIP Union Retraite, on reçoit encore tous les jours des certificats qui sont visés par les autorités marocaines. Mais c'est pas blanc, c'est pas noir, ce qui est quand même pas opportun ou optimal en tant que tel. D'autant plus que, comme vous l'indiquiez, on est sur une population donc de résidents touchant une pension française assez forte, puisqu'on a 115 000 bénéficiaires au Maroc. Donc c'est pas marginal en tant que tel. Juste en petit complément. Et peut-être par rapport à votre remarque sur la question des certificats locaux, nous, au niveau du GIP Union Retraite, on accepte tous les certificats qui sont délivrés par les autorités locales. Nous, on pousse le nôtre, qui est la version française. Pour quelle raison? Parce que d'une part, nous, à l'entrée, on a automatisé le contrôle du certificat. Donc il faut que le certificat il soit formaté pour qu'il puisse être contrôlé de manière industrielle. Juste pour mémoire, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, il y a 1,6 million de certificats donc, de personnes qui vivent à l'étranger qui chaque année transmettent au moins un certificat, parce que c'est le seuil minimal. Donc on fait 1,6 million divisé par 12. C'est-à-dire que nous, chaque mois, on a 150 000 certificats qui arrivent dans le centre de traitement. Donc c'est pas de l'artisanat, c'est pas de bricolage, on est sur du traitement de masse, entre guillemets. Donc il faut que le produit qui rentre il soit formaté pour pouvoir être traité de manière industrielle. Il n'est pas traité manuellement. Enfin, on n'a pas un agent qui contrôle certificat par certificat unitairement le document. Donc c'est un traitement machine, un lecteur optique, et tout ce qui est rejeté par la machine est contrôlé par un humain, ça c'est automatique. Et également tous les certificats dits locaux sont acceptés mais sont traités par un humain, par un agent d'organisme gestionnaire. Et aujourd'hui, donc sur les 1,6 million certificats qui rentrent dans l'usine, si je prends c'est vraiment une usine en tant que telle, il y en a 20% qui sont des certificats dits locaux, qui sont des certificats allemands, israéliens, japonais, je crois argentins, il me semble, espagnols pour partie. Et donc nous, on prend tous les certificats. Parce qu'il y a un certificat modèle japonais qui est rejeté à l'entrée parce qu'il ne correspond pas au certificat français, enfin formaté français. Alors nous, on a une préférence pour le certificat effectivement formaté français parce que dessus, il y a un code barre qui permet de rattacher automatiquement le certificat au bénéficiaire. Quand on est sûr que quand il est valide, l'intéressé, sa pension est pérennisée pendant 1 an. S'il arrive tout seul, on a un risque très matériel de ne pas pouvoir identifier la personne et le certificat. Enfin, en tout cas, le rattachement du certificat à la personne. Pour des questions d'état civil notamment, parce que le système français repose sur le NIR, un NIR certifié. Il y a des pays où l'orthographe des mots, enfin des noms de famille, est un peu différente. Et on a de la perte en ligne, donc, si c'est un certificat dit local. Il faut avoir en tête que c'est assez sensible et que du coup on peut très bien valider un certificat local mais avoir du mal à retrouver le réel bénéficiaire ou le réel titulaire du certificat. Et après on retombe dans le processus qu'évoquait M. Chalandon, où là c'est un chemin de croix, où nous on dit on rejette, intéressé c'est pas qu'il a été rejeté, et puis ça tourne effectivement de manière non optimale.
Donc tout ce qui permet d'avoir un système sécurisé et entre guillemets assez homogène permet donc de sécuriser tout le process. Parce qu'on est vraiment sur un process industriel. Il faut avoir en tête que c'est vraiment des gros volumes. Merci. Jean-Yves Lecomte. Oui, merci. Merci à vous d'être présent. Quelques petites remarques. Je pense que vous indiquez que pour cotiser à la retraite à la CFE, c'est 4 ans de cotisation au régime français. Je pense que c'est 4 ans d'assurance au régime français, mais pas nécessairement de cotisation. C'est-à-dire on a pu être ayant droit mineur pour pouvoir avoir le droit, il me semble. Si on a été ayant droit mineur 4 ans du régime français, je pense qu'on peut cotiser au système de retraite de la CFE, à moins que c'est échangé très très récemment. Sur la liste, je sais que c'est pas vous, c'est la direction de la sécurité sociale, mais c'est vrai que il y a quand même vraiment un problème, c'est qu'on a été très étonné de voir les choses tomber en 2019 sur ce sujet, sans que, alors on nous dit les postes consulaires ont travaillé, mais sans que les conseillers des Français de l'étranger soient réellement mobilisés sur ce sujet. Et même parfois sans que les consuls généraux soient informés. C'est arrivé de la chancellerie diplomatique sans qu'il y ait vraiment un travail de terrain de fait, d'où les difficultés qui ont eu lieu derrière. Donc je sais que ça ne dépend pas directement de vous, mais c'est quand même un problème. De la même manière que c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, ce serait vraiment utile d'avoir les deux, hein, parce qu'il y a des consulats qui ne peuvent pas parce qu'ils sont trop chargés, et que dans un certain nombre d'endroits. Mais ce qui me semble aussi utile, c'est que vous ne pouvez pas traiter de la même manière des choses qui viennent du Japon et des choses qui viennent du Sénégal. Est-ce que vous ne pourriez pas travailler un peu avec le CLES pour regarder comment, dans les différents pays, nos partenaires travaillent dans chacun de leurs pays pour finalement leurs besoins, c'est-à-dire comment est-ce qu'au Brésil on fait un certificat de vie pour les caisses brésiliennes, comment on fait un certificat de vie au Japon, de manière à pouvoir utiliser ces certificats dans le cadre de ce dont on a besoin. Parce que sinon, finalement, on norme quelque chose qui est quand même difficile à produire exactement de la même manière dans tous les pays du monde, d'où les difficultés. Donc, il me semble que ce serait pas mal de regarder un peu, c'est-à-dire plutôt que de vouloir unifier toute la procédure partout dans le monde, de regarder un peu comment nos partenaires, là où on a des conventions de sécurité sociale, produisent les certificats de vie. Ça pourrait être un petit peu utile. Vous en auriez au moins autant de conventions de sécurité sociale, mais peut-être qu'après, ça pourrait fonctionner un petit peu mieux. Il y a une autre difficulté pour le versement des pensions, c'est parfois tout simplement les comptes bancaires et les correspondants bancaires. Moi, j'ai beaucoup de réclamations qui ne sont pas nécessairement juste liées au certificat de vie, mais aussi à des problèmes de nom, à des problèmes de correspondants bancaires, et c'est assez compliqué. Et même quand la CNAV fait preuve de bonne volonté, on a à l'évidence des difficultés qu'on a du mal à résoudre et qui parfois bloquent les pensions pendant plusieurs mois. Et puis après, il y a le sujet majeur de la prise en charge des soins en France, qui est particulièrement sensible depuis le projet de loi de finances pour la sécurité sociale de 2019. Puisqu'il impose une durée de 15 ans pour avoir la possibilité d'avoir droit à quelque chose qui auparavant était automatique. Alors, à titre personnel, je conteste cette interprétation du fait qu'on peut faire 15 ans en France. Il me semble qu'au vertu des règlements européens, il faudrait on devrait imposer, si on veut imposer 15 ans, il faudrait imposer 15 ans de cotisation dans l'espace économique européen. Mais bon, ça, un jour peut-être que ça remontera. Mais en tout état de cause, et c'est par rapport à la Caisse des Français de l'étranger que je pose la question, parce que ça a été voté par le Parlement, on en pense ce qu'on veut, ça a été proposé par Anne Gentet et mis en œuvre par le gouvernement, malheureusement. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui perdent cette possibilité de prise en charge des soins en France. Toutefois, il y a quand même un certain nombre de pays où les conventions de sécurité sociale continuent à donner ce droit, et vous avez d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, fait une circulaire qui cadre là où est-ce qu'on doit percevoir la COTAM, ce qui veut dire finalement là où les choses continuent d'être garanties, puisque la convention de sécurité sociale entre la France et le pays de résidence des personnes continue à garantir le fait que si elles reviennent en France pour un séjour temporaire, elles ont droit à cette assurance. Mais alors, je m'adresserai à vous, Monsieur Pavie, par rapport à ça. Quand on est adhérent à la CFE à titre de retraite espace santé, il me semble que dans les textes de la Caisse des Français de l'étranger, peu importe la source du droit à la prise en charge des soins en France, à partir du moment où vous l'avez, et donc en fait presque il faudrait faire référence à la circulaire de la COTAM de mai 2021 qui précise quand est-ce que vous y avez droit, à partir de là,
les personnes peuvent rester adhérents à Retraite Express Santé. Il me semble, moi, c'est la lecture que je fais. Et il serait peut-être bien que les choses soient clairement dites auprès des adhérents, parce qu'aujourd'hui, je perçois des adhérents qui craignent de devoir changer de catégorie compte tenu de cette évolution législative imposée par le gouvernement à partir du moment où, alors qu'il y a quand même un certain nombre de pays, je pense en particulier au Maroc, je pense à la Tunisie, où ils peuvent rester adhérents à Retraite Express Santé dans la plupart des cas, et il faudrait leur dire clairement plutôt que de... Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais signaler aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Comte. Madame Benardo. Merci Madame la Présidente. Juste pour répondre brièvement et pour rassurer Monsieur le Sénateur, que lorsque nous organisons des bilatérales, bien sûr, nous associons nos collègues des caisses nationales. C'est notre rôle même d'organisme de liaison. Donc nous les associons en amont pour répertorier les questions à traiter. Nous les associons souvent pendant les séances qui durent généralement 3 jours pour qu'il puisse y avoir un dialogue direct. Nous fournissons bien sûr les interprètes. Donc bien entendu, le CLES ne saurait pas d'ailleurs travailler avec ses homologues sans avoir accès directement à tout ce qui nous est remonté par nos collègues des différentes branches de la sécurité sociale. Et donc, notamment la CNAV, et je pense que Virginie Barré peut en témoigner, est associée à toutes ces commissions mixtes et à toutes ces rencontres bilatérales. Par ailleurs, là où je vous rejoins totalement, c'est lorsque vous évoquez les difficultés qui sont nées de cultures ou d'habitudes administratives différentes et que nous constatons effectivement quotidiennement, notamment via les assurés qui nous interpellent, mais aussi lorsque nous rencontrons nos homologues des caisses étrangères, où parfois il nous arrive de passer plusieurs heures à discuter via un interprète, ce qui ne facilite pas les choses, de sujets qui paraissent aussi simples que effectivement le statut marital, le domicile, et nous nous rendons compte qu'il peut y avoir effectivement des incompréhensions sur des notions qui paraissent totalement naturelles lorsqu'on vit depuis toujours dans un pays. Et c'est la raison pour laquelle nos traducteurs, au-delà du travail de traduction qui est le leur, font et établissent des fiches par pays que nous partageons avec les autres opérateurs, parce que justement, notamment sur l'état civil, sur le statut marital, sur le changement de nom, par exemple, d'une femme lorsqu'elle se marie, sont très différents d'un pays à l'autre. C'est d'ailleurs toujours très intéressant de voir que sur certaines notions et sur des pays dont nous pourrions penser qu'ils nous sont relativement proches, par exemple des pays européens ou certains pays d'Afrique francophone, il peut y avoir effectivement une mauvaise compréhension de notions assez basiques et qui pourront engendrer des difficultés pour l'assurer, parce que soit il ne saura pas remplir le formulaire, soit l'autorité à laquelle il fera appel pour compléter ou certifier un formulaire ne sera pas capable de le remplir de façon correcte. Et ça fait vraiment partie de notre travail quotidien que d'établir, je dirais, des équivalences entre les différentes notions, en particulier dans les langues non européennes, mais comme je vous le dis, ça peut aussi se poser pour des pays relativement proches. On l'a vécu encore très récemment, par exemple, comme la Serbie, avec laquelle nous sommes en train de renégocier une convention. Et donc ça, je pense que ce travail-là, il permet petit à petit, de proche en proche et de façon totalement pragmatique, de tenter de résoudre des questions qui pourraient au départ ne pas paraître une question, mais qui en réalité en sont une pour nos compatriotes. Merci. Vous voulez intervenir ? Au sujet des autorités locales, en tout cas, on travaille beaucoup, nous, avec les conseillers de l'AFE et avec vous-même. Et dès que vous nous signalez tout changement en termes d'autorité locale, c'est vrai que nous, on le fait remonter systématiquement à la DSS et au ministère des Affaires étrangères. Donc voilà, on travaille pour pouvoir généralement apporter les informations que vous nous donnez pour les remonter auprès des autorités. Voilà. Et pour la quota M, vous avez très bien compris le mécanisme avec les conventions et la circulaire qui a été publiée par la CNAV rappelle bien tous ces principes. Et dans le cadre des règlements européens, à partir du moment où on a un résident dans l'Union européenne, il va être couvert soit par son état de résidence, soit par l'État qui lui verse la pension. Donc la problématique de la quota M ne se pose
pas au niveau de l'Union européenne, mais ce sera plus avec les pays avec lesquels on a des conventions, voire conventions. Merci. Monsieur Cadic. Merci Madame la Présidente. Merci de venir faire ce point. C'est intéressant parce que ça vient tout juste 4 ans après une table ronde que nous avions organisée ici au Sénat. J'avais organisé avec les sénateurs des Français de l'étranger, mais aussi les députés, puisque c'était comme ça, on avait tous les parlementaires réunis et on avait vraiment fait un point complet sur la situation, là où on en était. Et donc mes questions vont avoir trait au fait à la différence entre la situation il y a 4 ans, aujourd'hui, Plan do Check Act, faisons un check et voyons là où on a progressé. Un des problèmes dont vous n'avez pas parlé, qui était le début de la présentation qui nous était faite. Pourquoi c'est si compliqué ce système avec ces certificats d'existence et tout ça? Simplement parce qu'on veut lutter contre la fraude. Vous l'avez dit à un moment, on envoie 500 millions d'euros par mois à l'étranger. Et donc là, on avait commencé par nous dire, voilà, quel est le niveau de fraude que nous avons, auquel nous sommes confrontés. Et à l'époque, il était de 7 millions d'euros sur une année évalué. Donc vous voyez, c'est finalement assez peu par rapport à ce que vous nous donnez par mois. Pourriez-vous nous dire quel est aujourd'hui le niveau de fraude auquel vous êtes confrontés dans ce domaine, au niveau donc des prestations de retraite? Ensuite, on avait parlé donc du chemin d'amélioration possible et donc de l'effort de mutualisation à faire pour les certificats d'existence, puisque le problème, c'est que chaque caisse avait ses certificats. À un moment, il a été dit ça doit être centralisé. Je pense que c'est un bon point que vous soyez parvenus par rapport à il y a 4 ans. C'était un chemin, ça a été laborieux, mais je pense que de ce côté-là, il y a un vrai progrès et il est important de le rappeler, puisque c'est votre travail collectif qui le permet et c'était vraiment nécessaire. Ensuite, un problème qui était vraiment avéré, c'était effectivement ce côté, cette reconnaissance entre les pays de l'Union européenne. On sait, ça n'a pas changé, la moitié des retraités sont dans l'Union européenne, dans l'Europe, et que si on avait ce système automatique d'échange de données, eh bien, avec l'Allemagne, c'était déjà annoncé il y a 4 ans, mais ça n'était fait qu'avec le régime général. Donc là, apparemment, il y a un progrès. Ce qui m'embête un peu, c'est que normalement, tout devait être fait pour certains pays dès 2017, que nous sommes en 2021, et que parmi les pays prioritaires, il y avait l'Italie et le Portugal, et que vous ne le mentionnez pas aujourd'hui. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ces 2 pays, puisque là, vous annoncez l'Espagne comme étant un projet, alors que 2017 nous était annoncé déjà comme étant des pays sur lesquels l'objectif était mentionné. Ensuite, donc l'envoi aux caisses de retraite de certificats d'existence par voie dématérialisée, c'est un objectif. Il y a 4 ans, on voit que c'est un travail, je dirais, qui est en cours. Et donc là aussi, c'est une amélioration. Il est bon de le noter, mais de se fixer aussi un objectif. Comme vous l'avez dit, ça serait peut-être bien que d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, on puisse fixer un objectif pour qu'on puisse nous aussi pousser. Vous avez parlé de l'Assemblée des Français de l'étranger, des élus, que tout le monde accompagne cet objectif et suive ça pour aller vers une dématérialisation donc, de ces remises de certificats. Mais le problème, et Christophe Frassa l'a évoqué, puisqu'on est tous, je dirais, on reçoit ces demandes. Quand est-ce qu'on est consulté? Quand est-ce que les élus reviennent vers nous? C'est quand ils s'en sortent pas. C'est quand des retraités ne touchent plus leur pension, parfois depuis des mois. On parle de gens qui reçoivent des petites pensions souvent, mais pour qui c'est essentiel pour subsister. Moi, j'ai vraiment un nombre de cas comme ça incroyable. Et là, c'est un vrai problème de dysfonctionnement. Parce que vous avez des gens, on parlait de fraude au départ, de lutte contre la fraude, mais là, quelque part, c'est nous qui fraudons. Si les gens à qui on devrait donner de l'argent, donner la pension, on ne le fait pas, et que c'est du fait de notre système, de dysfonctionnement de notre système, c'est un vrai problème. Or, j'aimerais connaître quelles sont les statistiques, combien avez-vous versé de retraite en retard, de pension, combien de personnes ont été affectées, c'est celle que l'on voit, et vous pouvez comprendre que c'est d'un point de vue humanitaire, on a vraiment un système, là, pour le cas qui dysfonctionne, et ça a des conséquences sur des gens qui ne peuvent parfois, qui se retrouvent dans l'illégalité, qui ne peuvent plus payer leurs factures, et dans certains pays, ils risquent la prison s'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Donc ça, c'est un vrai enjeu. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est en termes de statistiques dans ce domaine.
Ensuite, il a été évoqué la reconnaissance faciale donc, pour pouvoir s'identifier. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on aille vers ça. C'est dit aujourd'hui. J'espère que dans 4 ans, ce sera déjà très avancé, qu'on aura la même chose que pour les versements, les dépôts des certificats d'existence. Et j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'un système a été sélectionné aujourd'hui, puisque je sais que c'était en cours d'évaluation. Donc savoir où on en est, parce que là aussi, nous avons besoin maintenant de fixer des dates cibles aux Français à l'étranger, pour leur dire, vous n'aurez plus rien à envoyer. Vous pourrez faire ça avec votre téléphone portable ou votre tablette pour vous identifier. Enfin, il y a la question des conventions de sécurité sociale. Là, par exemple, on avait le groupe d'amitié Australie, France-Australie ou France-Nouvelle-Zélande, avec la nécessité d'avoir des conventions de sécurité sociale sur ces 2 pays. Donc ça, je voulais vous le poser en disant qu'il y a une vraie attente et les groupes d'amitié s'en saisissent. Mais est-ce que vous avez d'autres pays sur lesquels il y a des conventions de sécurité sociale qui sont en discussion, parce que là aussi, c'est une façon de faciliter, je dirais, les échanges dans ce domaine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, je vais donner la parole à Ronan Le Gleut et vous globaliserez vos réponses, s'il vous plaît. Donc, Ronan, à toi. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Monet pour le GIP Union Retraite. Vous avez parlé de la gestion des réclamations avec l'idée d'un nœud concentrateur, un centre unique pour toutes les réclamations. Vous avez parlé d'une statistique de 20 réclamations par jour. Et ma question, c'est non seulement, évidemment, le traitement de ces réclamations, mais est-ce que, au-delà du traitement direct des réclamations, vous commencez à travailler à des statistiques des réclamations, c'est-à-dire des réclamations récurrentes qui font soulever des problèmes identifiés et qui entraînent derrière ces premières statistiques sur les réclamations des changements de procédure afin justement de régler non pas le problème en tant que tel, enfin le problème individuel, mais justement le problème de manière plus globale, c'est-à-dire pour qu'il ne se reproduise plus. Je vous remercie. Bien, je vous laisse répondre. Qui se jette à l'eau? Je ne sais pas, peut-être Madame Audrin qui voudra intervenir, comme je ne vois pas. Je ne sais pas si Madame Audrin est toujours là? Oui, je suis toujours là. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques réponses à toutes ces questions? Alors, oui. Alors, tout ce qui est relevant de la fraude et des délais, je me permettrai, Monsieur Cadic, de vous apporter des éléments de réponse chiffrés après la séance, parce que j'ai besoin de comparer les chiffres qu'on vous avait donnés précédemment avec ceux en ma possession pour voir si on est sur le même périmètre. Alors, par contre, pour ce qui est vous avez fait référence à tous les échanges de données concernant les données d'état civil. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, les pays avec lesquels la CNAF travaille et qui font l'objet d'échanges de données d'état civil sont les suivants. Donc, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Suisse. Donc, nous échangeons déjà des données d'état civil avec ces 6 pays-là. En revanche, nous sommes en train de mutualiser les données que nous recevons pour l'ensemble des régimes de retraite et nous le faisons depuis cette année. Ce qui fait que aujourd'hui, à terme, normalement, à terme de cette année 2021, l'ensemble des données que nous récupérons pour ces 6 pays seront, je dirais, versés à l'ensemble des régimes de retraite. Et donc, il n'y aura plus de difficultés pour les assurés et qui ne seront pas réinterrogés. Les 2 autres pays qui sont en cours d'examen sur ce sujet-là et qui sont des 2 pays européens que nous souhaiterions faire rentrer aussi dans ce dispositif d'échange de données d'état civil, ce sont donc le Portugal, qui est aussi un gros pays. Hein. On a 166 500 assurés là-bas, et puis les Pays-Bas. Donc là, on est en train de faire les tests qui sont en cours, et on devrait aboutir d'ici la fin de l'année à la connexion de ces 2 pays dans nos échanges de données d'état civil. Voilà pour les éléments qui concernent les échanges de données d'état civil, avec quand même la précaution qui est que
lorsque nous mettons en place un échange de données d'état civil, nous pouvons échanger sur les personnes qui sont identifiées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse dialoguer un fichier informatique d'un pays étranger avec un fichier informatique français. Et on a un certain nombre de résidents qui ne sont pas reconnus. Et ces résidents-là seront donc obligatoirement interrogés via le dispositif classique de certificat d'existence s'ils ne sont pas reconnus dans l'échange de données d'état civil. Donc il faut vraiment avoir en tête que ce n'est pas parce qu'on met en place un échange de données d'état civil, notre taux d'identification n'est jamais de 100%, et donc on aura toujours un reliquat de personnes qui seront, je dirais, interrogées dans le cadre de ces échanges, et malgré le fait qu'on ait automatisé au maximum les échanges et qu'on ait rendu transparent le dispositif pour les résidents. Voilà pour les échanges de données d'état civil. Je vais peut-être laisser la parole pour ce qui est de la reconnaissance faciale et des conventions de sécurité sociale en cours de négociation. Qui veut prendre la parole ? Madame Benardo. Je vais prendre la parole très brièvement, oui, sur les nouvelles conventions de sécurité sociale. Alors, d'abord, je vais vous donner une réponse affreusement administrative, qui est que donc nous avons déjà une quarantaine de conventions. Ces conventions, nous les faisons vivre. Nous créons des nouveaux formulaires. Il y a un certain nombre de demandes de renégociation, ce qui représente déjà une certaine quantité de travail pour des équipes qui sont ce qu'elles sont. Donc, il y a déjà ce sujet-là. Par ailleurs, nous sommes parfaitement conscient de la demande qu'il y a sur certains pays d'Océanie ou d'Extrême-Asie, qui sont des questions qui nous sont souvent posées, notamment sur l'Australie, puisque beaucoup de nos compatriotes sont attirés par ce beau pays. Et là, je me permettrai juste de vous faire une réponse, si vous me permettez, de bon sens, qui est que pour négocier, il faut être deux. C'est-à-dire que concrètement, il faut qu'il y ait une volonté partagée des deux parties d'aboutir. Je ne suis absolument pas en train de dire que nos collègues australiens ne veulent pas aboutir, mais c'est vrai qu'une convention, c'est quelque chose qui, quelque part, va coûter de l'argent puisque c'est avantageux pour l'assuré. Donc, et bien sûr, c'est très intéressant pour l'assuré d'avoir une convention, sinon on n'en ferait pas. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre qui s'établisse. Et ça veut dire qu'il faut que aussi le pays qui est en face, qui est en face de nous ait également envie d'aboutir. Or, quand les échanges sont très équilibrés, comme dans le cas présent, il y a beaucoup plus de Français qui souhaitent partir en Australie que le contraire, il se peut que ce ne soit pas une priorité pour le pays. Voilà. Donc c'est une réponse toute simple, mais qui recouvre quand même une réalité, et qui est qu'on n'a pas forcément du répondant ou une très grande urgence qui est ressentie de l'autre côté. C'est pour essayer... Voilà, cette non-urgence à tout le moins, puisqu'il n'y a pas, on entretient évidemment d'excellentes relations avec l'Australie. Par ailleurs, sur les échanges de données dématérialisées, donc Madame Audrin vous a répondu effectivement sur les données d'état civil. Il faut savoir aussi qu'il y a un projet européen qui s'appelle EESSI, qui est porté depuis plus de 10 ans par la Commission européenne, qui est en train d'aboutir et qui consiste à normaliser et dématérialiser l'ensemble des échanges entre organismes européens de sécurité sociale. Ça représente plus de 15 000 organismes, que ce projet, dont la maîtrise d'ouvrage délégué est assurée en France par le CLES, permet, grâce à des formats totalement standardisés, d'échanger de façon sécurisée les données entre organismes européens. Donc il ne s'agit pas d'un système qui est destiné à l'assuré final, mais bien à l'échange entre organismes, de façon à pouvoir transmettre aussi bien des formulaires de demande de pension, des formulaires S1, enfin tous les anciens formulaires vont être dématérialisés, et cela comprendra également les données sur le décès des assurés. Et donc ce projet-là, qui a mis du temps, qui a fallu le faire mûrir, mais il est réellement aujourd'hui en train d'aboutir, sachant qu'en France, sur les 99 cas qui correspondent donc à l'ensemble des situations et des échanges d'informations possibles, la France en a mis en œuvre plus de 70, et certains pays européens ont déjà totalement abouti. Donc on peut dire qu'on voit là aussi le bout du tunnel. Merci beaucoup. Écoutez, si personne d'autre... Oui, pardon, Monsieur Bonnet.
Oui, pour répondre aux différents points. Alors j'en ai recensé 3 principaux. Donc tout d'abord sur le volet biométrie, où en sommes-nous? Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc on a une habilitation législative, ce qui est comme le plus important vu ce sujet, à pouvoir déployer donc un dispositif de biométrie dans le champ du contrôle de l'existence. On a réalisé en mars dernier 3 expérimentations pour tester les solutions, on va faire le logiciel et les procédures, à laquelle d'ailleurs ont participé des membres consulaires ainsi que des Français à l'étranger. On a recruté 300 volontaires pour tester donc ces 3 solutions. Et donc sur la base de ces expérimentations, nous on a préparé un marché public. Il est tout chaud là. On a travaillé d'ailleurs lundi dernier, enfin il y a 2 jours, sur les modalités opératives. Et la seule chose qui nous manque, mais c'est dans les tuyaux, c'est le décret en Conseil d'État qui nous permettra de pouvoir le publier. Et en termes de calendrier, le dispositif sera déployé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le premier semestre de 2022 ou plus tard. Enfin, on est prêt. On est prêt, on n'a plus qu'à publier le marché public dès lors qu'on a le décret qui nous permet de le publier, puisque l'un est corrélé à l'autre. En tout cas, le décret doit autoriser les modalités opératives du marché public. Donc, il ne faudra pas 4 ans pour arriver à déployer. C'est une histoire de un semestre, un gros semestre en tant que tel. Sur la partie rejet, alors effectivement, à la fois le fait d'avoir un nœud concentrateur permettra d'identifier les points de fragilité ou les points de dysfonctionnement. Mais déjà, même au préalable, aujourd'hui, depuis plusieurs mois, on avait mis en place un dispositif de récupération entre les parties, de traitement pour partie de réclamation pour identifier les points de fragilité. Et ce dispositif, outre de répondre aux problèmes des assurés, quand même l'intérêt premier, nous a permis également d'identifier des points problématiques qui d'ailleurs ont fait l'objet de plusieurs corrections depuis lors. Typiquement, un élément assez factuel, on s'est rendu compte que lorsqu'un dossier est rejeté, l'assuré reçoit soit un mailing informant du rejet, soit un courrier, donc systématiquement il est au courant. Là, je suis désolé, c'est systématique. Et simplement, dans cette information qui est fournie à l'intéressé, on a indiqué uniquement le rejet du certificat et le fait qu'il soit amené à en refournir un nouveau, mais sans expliquer le motif du rejet. Parfois, il manquait juste une signature, ou plutôt un certificat a été dépassé les 3 mois qui sont autorisés, soit il était illisible, des éléments très factuels, et qui, dans l'ensemble de cas, n'hésitaient pas de refaire une procédure auprès de l'autorité locale, mais juste donc de faire une signature de la part d'intéressés en tant que tel. Donc une nouvelle version qui sera mise en production le 7 juillet, je crois, le 20 juillet. Voilà. Le 20 juillet, la granularité, ça ne se dit pas, mais le motif précis sera indiqué dans la notification ou dans le courrier, pour que la personne puisse savoir ce qui a péché ou ce qui pose problème dans son certificat, pour éviter qu'elle soit effectivement perdue, qu'elle cherche du coup à contacter une plateforme téléphonique pour savoir pourquoi ça a été rejeté, et que l'opérateur ne puisse pas lui fournir la raison du rejet. Et là, on partait en boucle sur une opération un peu infinie d'itération. Donc, c'est une approche très, très pratico-pratique, mais qui est assez efficace. Autre exemple, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de contrôleurs manuels n'appliquaient pas l'acceptation des certificats locaux japonais, par exemple. Bien qu'on ait donné la consigne de prendre de manière systématique les certificats japonais, parce que c'est les seuls qui sont fournis par l'État japonais, donc on ne va pas les inventer, on ne va pas demander une exigence qui est irréalisable en tant que telle. Et on s'est rendu compte que malgré plusieurs itérations, plusieurs rappels à la règle, certains agents ne validaient pas les certificats japonais. Donc on a fait une opération spécifique de rappel personnalisé sur la pleine application de la mesure. Donc voilà, d'ores et déjà, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Ça nous permettra d'avoir une vision en revanche globale de tous les points qui posent problème. Enfin, sur la partie lutte contre la fraude, 2 éléments, alors je ne vais pas vous répondre en valeur absolue, mais 2 éléments à avoir en tête. Le premier, c'est que fondamentalement, le dispositif de contrôle d'existence, il vise en premier lieu, alors pas uniquement, mais en premier lieu, à amener les intéressés à répondre, entre guillemets, s'ils sont morts ou vivants. Ça paraît un peu extraordinaire, mais si je prends quelques éléments statistiques, donc
on a donc par essence, on envoie 1,6 million de certificats par an. Au bout de 3 mois, qui correspond au délai qui est alloué pour répondre, dans 85% des cas, on a une réponse. C'est-à-dire qu'il y a 15% des cas où on n'a pas de réponse. Quand vous laissez passer quelques mois, entre guillemets, c'est 15 points. Bon, c'est une moyenne, hein. Ça varie tous les mois, mais c'est à peu près ça. Vous avez la moitié qui ne répondent jamais. Et l'autre moitié qui répondent avec retard. Ce qui veut dire que le premier intérêt du certificat, c'est d'amener les personnes, alors c'est pas seulement des fraudeurs, hein, ça peut être des familles qui simplement n'ont pas, on connaissent pas, soit pas la procédure, soit n'ont pas conscience qu'il faut déclarer le décès à la caisse originelle, enfin à la caisse payeur. C'est pas seulement des fraudeurs, hein, ça peut être, il y en a un peu quand même dans le paquet, mais c'est pas systématiquement le cas. Donc le premier intérêt entre guillemets du contrôle d'existence, c'est d'amener donc les familles, en l'absence entre guillemets de déclaration spontanée, à ne pas réagir. C'est un peu surprenant comme approche, mais et dans 7% des cas, on apprend du coup le décès par la non-réponse. Alors quand vous prenez 7% sur 1,6 million, ça fait du monde quand même, au global tous les ans. Et après, effectivement, on a les 7 autres pourcents qui sont liés à des personnes qui répondent plus tard, pour différentes raisons. Soit effectivement, ils ont fait la procédure d'une manière plus longue, soit le délai postal il a été problématique, enfin, il a été très long, et du coup, ça a pris du retard. Et leur pension, du coup, est réenclenchée, mais après, effectivement, une itération. Et ça, on connaît à force, on connaît à peu près les pays pour lesquels les délais de retour sont structurellement importants. On a une classification, on a le top 5, les 5 pays pour lesquels on est sur des taux de retour qui sont structurellement mauvais en pourcentage. Alors, je n'ai plus l'ordre en tête, mais vous avez en gros Israël, États-Unis, Mali, Mauritanie et Turquie. C'est le top 5. Vous savez qu'en gros, dans le meilleur des cas, de mémoire, on est sur un taux de retour à date à hauteur de 60%. C'est-à-dire qu'il y a 40% des personnes qui n'auront pas soit pu, soit fait la procédure dans les temps qui sont proposés. Donc, dans 40 points des cas, il y aura des personnes qui seront du coup remises en paiement avec une rupture dans la séquence. Et souvent, c'est lié à des délais soit locaux administratifs, soit des délais, je pense notamment aux États-Unis, des délais postaux. On sait qu'on envoie un courrier aux États-Unis, dans un certain nombre d'États, il y a peu de chances qu'il arrive à date et qu'il revienne à date. Après, c'est d'où l'intérêt. Enfin, nous, on milite dans toutes nos correspondances, on milite pour que les intéressés s'inscrivent à la voie dématérialisée pour recevoir un mail et faire la procédure par mail pour suppléer aux délais postaux. D'où, je reboucle sur ma remarque tout à l'heure, sur le fait qu'aux États-Unis, on a effectivement 40% de taux de retour qui est fait par mail, enfin par dépôt numérique plutôt que par voie postale, parce que, en tant que tel. Donc, première remarque sur la partie de contre la fraude, le système MCE, fondamentalement, il sert à amener les intéressés à réagir, ou pas. Et si c'est ou pas, on part du principe que dans ce cas-là, ils sont morts. Après, la vraie lutte contre la fraude, elle passe plutôt par d'autres dispositifs qui peuvent être des contrôles ciblés par rapport à un âge ou une région donnée, enfin un pays donné. Donc ça permet d'avoir un socle statistique et après de pouvoir orienter les actions de contre la fraude par rapport à ce socle statistique. Mais c'est un système à 2 étages en réalité. Également, un point à avoir en tête, alors ce qui peut expliquer après un certain nombre de réclamations de personnes, quand le délai de réponse est très long, automatiquement, il y a des warnings qui s'allument. Donc si vous mettez 6 mois, si le retraité il met 6 mois, 8 mois, 9 mois pour répondre, son dossier passe en mode suspect. Et là, il a droit, effectivement, alors ce qui est logique, ce qui est légitime, à une demande de pièces complémentaires pour vérifier que ce n'est pas un fraudeur qui cherche à usurper son identité ou la famille qui cherche à maintenir le paiement. Donc là, il a droit, effectivement, à une palanquée de pièces justificatives complémentaires, état civil et autres. Et lorsque vraiment le délai est très long, et ce qui arrive d'une manière relativement régulière, parfois, on a des personnes qui réagissent 1 an après l'envoi du courrier, enfin l'envoi du certificat, ce qui paraît énorme, mais c'est pas rarissime. Donc là, systématiquement, le dossier il est bloqué
mais alors bloqué de chez bloqué. Et là, il a droit à un contrôle assez complet et assez conséquent avant une remise en paiement, parce que là, c'est un peu de warning, c'est le tableau, il est allumé. Là. Donc voilà, donc il y a une graduation qui peut expliquer dans un certain nombre de cas le fait que les intéressés aient du mal à avoir une remise en paiement, parce que vraiment, le délai qui a été imparti était très très long. Et en revanche, quand il y a une remise en paiement, il y a bien sûr une rétroactivité, un rappel du versement des pensions. Donc si une remise en paiement un an plus tard, mais qui est justifiée, eh ben, il y a un rappel d'un an de pension. Mais avant que le comptable il remette en paiement, il fait quand même attention. Parce que fondamentalement, ce que je vous indiquais tout à l'heure, le dispositif il est là pour vérifier l'effectif de l'existence. Il n'est pas là pour... il n'est pas là pour faciliter la vie de l'intéressé, parce que si c'était pour ça, on ne ferait aucun contrôle, on ne ferait pas de certificat d'existence. Il faut trouver l'équilibre entre un dispositif qui permet de sécuriser le paiement, et puis qui soit simple et effectivement aisé pour l'intéressé, mais il existe. Alors, temporairement pour les résidents en Europe, dès lors qu'on a un échange statistique entre des flux numériques entre les administrations européennes, nationales, pour 80% des cas, ça sera transparent. Il y aura probablement 20% ou 30% de cas qui ne seront pas trouvés, donc ils resteront dans les dispositifs traditionnels. Ça, on ne sera jamais à 100%, peut-être pour des questions d'adresse, de nom de famille, qui fait que les différents systèmes ne communiquent pas à 100% en perfection. Voilà, donc ayez en tête que le système de contrôle d'existence est un système de plusieurs niveaux qui s'inscrit dans un système de contrôle à la fraude. Mais ce n'est pas le seul niveau. Il sert surtout à amener les intéressés à déclarer. Et c'est la non-déclaration qui fait le principal filtre, sans que ce soit la fraude dans l'absolu. Le problème quand même, c'est qu'il y a aussi des difficultés qui viennent de nos systèmes, je ne vais pas dire vos systèmes, puisqu'il y a des problèmes parfois qui sont liés avec des dates de naissance qui ont changé, sans que la personne comprenne pourquoi sa date de naissance a changé. Surtout si on ne lui a pas demandé. J'ai eu des cas comme ça, ou des localisations, des adresses et tout ça. On a aussi des problèmes qui sont liés à vos systèmes et à des fausses manips qui peuvent arriver aussi, et qu'on peut comprendre. Mais n'ayant pas de statistiques pour nous sur ces dysfonctionnements, mais on est amené à intervenir sur des problèmes, des vraies difficultés. Et j'en passe pour remercier, d'ailleurs, chaque fois qu'on a à contacter vos services, l'écoute et l'accueil. Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'accueil quand j'ai eu à vous solliciter. Et c'est important, ça rassure d'ailleurs. Mais les gens se disent, on est obligé de passer par le Parlement. Ça veut dire qu'il y a bien un vrai problème de fonctionnement. Donc, et c'est intéressant d'ailleurs parce que souvent avec vos services, on nous dit, je comprends pas, cette personne pour moi, elle était morte. Évidemment, on comprend que ça risque pas d'arriver derrière la retraite. Donc mais ça, la personne quand elle est, on parle du Maroc, je veux dire en Asie, tout ça, il se sent complètement perdu. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que sa pension n'arrive plus. Donc c'est vraiment important qu'on sache statistiquement combien, qu'on puisse analyser les raisons. Vous voyez, les gens qui sont soi-disant décédés mais qui ne le sont pas, et ainsi de suite, parce que sinon, on aura du mal à évaluer vos progrès. Voilà. Et parce que ce qui est important pour la personne qui est ici, au Japon, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est qu'il ait le sentiment quand même que demain, ça va fonctionner. S'il n'a pas le sentiment que ça va pouvoir s'améliorer, alors là, pour tout le monde, c'est la cata. Voilà. Bien, merci à tous. Je crois que nous allons devoir nous quitter. En tout cas, Monsieur Chalandon, vous vouliez dire un mot ? Oui, Madame le Président, merci. Je voulais simplement dire à Monsieur Bonnet que je salue à cette occasion. Pour lui d'abord, je suis à sa disposition pour auditer l'informatique de son système que j'ai déjà en partie faite par le courrier que je lui ai adressé avec 19 questions. Et surtout pour lui dire que suite à ce que vous venez d'indiquer, que lorsque le certificat est rejeté, il y a un email qui est envoyé. Je n'ai jamais reçu un tel email et j'ai vérifié mon spam. Donc il y a un problème informatique dans votre système et ce n'est malheureusement pas le seul. Et je pense que c'est un peu l'enjeu de cette discussion, qui est que, un, il y a des dysfonctionnements techniques, et deux, il y a une conception du site qu'il faut revoir. J'ai passé 20 ans dans l'Internet, je sais ce que c'est, ce qu'on appelle le user-friendliness des sites web, des portails.
c'est un sujet, je pense aussi. Et là, encore une fois, je suis à votre disposition à titre totalement gracieux si vous avez besoin d'un regard différent. Voilà, merci. Merci, Monsieur Chalandon. Écoutez, en tout cas, bon, à nouveau, nous allons devoir nous quitter, mais je voulais vraiment vous remercier. C'est un sujet extrêmement compliqué. Vous imaginez que la plupart des gens qui perçoivent une retraite, beaucoup d'entre eux, c'est leur seul revenu. Et quand ils ne reçoivent pas leur retraite, ça les met dans des situations dramatiques. Et quand ça prend plusieurs mois, bah, c'est les autres qui les aident, etc. Enfin bon, c'est l'entraide à l'étranger, ça existe heureusement, mais tout de même, voilà. Donc on a l'impression, nous, chaque fois qu'on intervient, comme le disait Monsieur Cadic, c'est vrai que on arrive à débloquer les choses. Vous êtes toujours très aimable avec nous et ça marche. Mais bon, ils ne pensent pas tous à nous contacter ou à contacter nos conseillers pour qu'ils nous transmettent les dossiers, etc. Et donc, si vous voulez, il faudrait arriver. Je sais bien que toutes les choses prennent du temps, mais ça paraît incroyable que la France et tous ces organismes n'arrivent pas à mettre en place des choses, alors que pour résider dans certains pays où tout fonctionne, enfin où ça fonctionne, ils ont réussi. Donc pourquoi nous on n'y arrive pas? Donc bon, vous avez toujours un manque de personnel, vous avez toujours un manque d'argent, etc. Il y a des tas de problèmes, je le sais, mais c'est difficile. Il faut comprendre la situation de ces gens qui sont âgés, qui ont du mal avec tous ces systèmes informatiques, etc. Il y a d'ailleurs même des gens qui disent oui, mais quand ça va être tout informatisé, moi je ne sais pas m'en servir, comment je vais faire? Donc ils demandent, enfin, certains de nos conseillers nous ont demandé qu'il y ait toujours un double système, etc. Enfin, tout sera toujours très compliqué. Mais quand vous avez affaire à des gens qui sont un petit peu quand même en manque d'autonomie, enfin qui ne sont pas en parfaite condition, ces gens-là, c'est encore plus sensible. Et donc, vous imaginez que ça prend certainement c'est 30 à 40% des aides qu'on nous demande de ce à quoi on répond. Donc, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. C'est pas grave que ça nous prenne du temps, on est là pour ça. Par contre, on aimerait bien arriver à faire fonctionner. Et si on pouvait vous aider, j'en sais rien, quand vous dites, vous ne savez pas si telle personne est décédée ou pas, est-ce qu'il pourrait y avoir un système qui ferait que vous envoyez aux représentants, aux élus, ils habitent dans le coin, donc ils peuvent aller voir, ils peuvent savoir, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des choses à imaginer, on peut peut-être vous aider à mettre en place des choses avec le réseau des élus, des conseillers dans le monde. Il y a 500 personnes qui sont là et qui sont ravis d'être mis à contribution parce qu'ils aiment servir, ils aiment aider leurs compatriotes. Donc c'est bien de pouvoir éventuellement trouver un système, je ne sais pas, ça peut peut-être aider parce que les ambassades sont également surchargées, ils ont beaucoup de choses à faire et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec le réseau des élus à l'étranger. Voilà, donc on va continuer à travailler ensemble, on va continuer à vous harceler comme on le fait régulièrement et en tout cas, bon, on vous remercie de toute façon parce que je sais que vous faites vraiment tout ce que vous pouvez et vraiment on en est conscient. Et ça n'empêche que quelquefois, on a quelqu'un au téléphone qui pleure et entendre pleurer un monsieur ou une dame âgée, ça fait encore plus mal au cœur qu'autre chose. Donc voilà, donc on est très sensibilisés à ce sujet. Tous les sénateurs ici, mais tous les élus dans le monde entier. Et donc, on est prêt à travailler avec vous, à essayer de trouver des solutions. Je sais bien que vous avez tous les systèmes, etc. Mais peut-être que nous aussi, on peut apporter peut-être notre pierre à l'édifice et impliquer davantage peut-être les élus à l'étranger. Merci en tout cas, merci à vous tous et on restera en contact.